Bienvenue sur Atao Ride, on est avec Damien Girardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien. Salut à tous. Alors peux-tu te présenter brièvement d'où tu viens en France et comment tu es venu au kite? Eh ben, en fait, j'ai grandi à Montpellier, donc forcément un haut lieu du kite. J'ai grandi à l'époque, le kite ça n'existait pas encore, donc je faisais du windsurf. Forcément, Montpellier, le windsurf, le vent n'était pas suffisamment fort, donc dès que le kite est apparu, les premiers pionniers étaient sur Montpellier, donc je les ai vus commencer, les Laurent Ness, Raphaël, Salle. Devant chez moi, parce qu'en fait j'habitais sur la plage du Boucanet, donc à côté de Montpellier. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Au tout début, j'ai eu l'occasion avec Raphaël de commencer le kite. Il voulait me sponsoriser, il voulait que je sois pro. Mais bon, comme je faisais des études, j'ai préféré finir mes études à la place. Donc après j'ai fini mes études, je suis allé faire un master, licence master de design et une école d'ingénieur à Marseille. Là j'ai eu la chance de faire des stages pour des marques de planche à voile, donc venir ici à Hawaï notamment 2 fois pour une marque de planche à voile. Ça m'a vraiment donné le goût pour le métier. Et ensuite quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'occasion de bosser un peu dans une boîte d'ingénierie normale entre guillemets. Et puis au même moment, Takun c'était en train de se construire. Je connaissais bien Franz Solry à l'époque, je le vois sur la plage devant chez moi, il me parle de l'histoire qu'a Takun, je dis mais vous cherchez pas quelqu'un pour développer les produits? Et il me dit écoute ouais carrément, why not? Et là le lendemain ou quelques jours plus tard j'ai rencontré la personne qui est devenue après le directeur général de Takun, qui m'a embauché en fait, donc en fait j'étais le premier à être officiellement embauché chez Takun à l'époque. Et donc je me suis retrouvé et c'était en 2002 ça, c'était janvier 2002. Et là on a commencé direct et c'était une belle aventure, c'était sympa Takun à l'époque parce qu'on était vraiment une bande de jeunes, moi j'avais 23 ans, le graphic designer qu'on a embauché après il avait genre 19 ans. On a en gros toute l'équipe, on avait entre 20 et 25 ans quoi, donc on s'éclatait, on faisait un peu, on était comme des fous. Comment? Ça fait combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans chez Takun, où c'est vrai qu'il y a eu un mix de je m'éclatais, je me régalais et j'avais aussi beaucoup de frustration avec la façon dont les choses étaient décidées et les choses étaient gérées. Et j'ai parlé au distributeur Neige France à l'époque en lui disant écoute, si éventuellement il y a un job ailleurs, moi je suis motivé. Et là-dessus, quelques mois plus tard, 6-8 mois plus tard, j'ai un appel au milieu de la nuit chez moi. Il était minuit exactement. C'était mon boss d'aujourd'hui chez Neige qui m'appelait. Et je me rappelle ce jour-là, je m'étais fait arracher une dent de sagesse, donc j'avais la tête comme ça. Et en fait, je me suis levé, j'ai répondu au téléphone, j'ai répondu en anglais, je suis retourné me coucher. Ma femme me dit mais c'était qui ce mec à qui tu parles en anglais au milieu de la nuit? Et là, je lui dis c'était le mec de Neige. Elle me dit alors? Elle me dit il me proposait un job et elle me dit mais tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que j'avais mal à la tête et qu'il me rappelle plus tard parce que je me suis fait arracher une dent de sagesse. Et là elle m'a dit mais t'es un imbécile ou quoi? Et j'ai rappelé instantanément et j'ai eu donc il s'appelle Andy mon boss, et j'ai dit ouais Andy c'est bon en fait je suis réveillé maintenant je peux parler. Il me dit non mais t'en fais pas, on se rappelle demain. Et le lendemain on a passé quelques heures au téléphone et je crois 3 semaines plus tard je suis parti sur Maui, j'ai fait en gros une période d'essai d'1 semaine et au bout d'1 semaine c'était bon, c'était plié, ils étaient contents de moi. Donc après ça a été vraiment une période sympa, donc ça c'était en juin 2004. Là ça a vraiment été intéressant et là c'était vraiment, j'ai découvert un peu le plaisir de bosser avec les Américains, c'est-à-dire qu'ils savent faire confiance aux gens. Et rapidement, moi au bout de 6 mois j'étais dans la boîte, c'était moi le plus jeune d'environ une dizaine d'années, j'avais 26 ans quand l'autre plus jeune il avait 35 ou 36 ans. Et ils m'ont donné les rênes du département kite comme ça. C'était tous les jours, ils étaient là motivés à me dire mais vas-y fais-en plus, motivés. Ah t'as une idée, ouais génial, on essaye. Ce qui change un peu par rapport à la France où j'avais un peu l'impression que t'avais le mec au-dessus de toi qui t'empêchait de grandir. Et là vraiment j'ai l'impression que le mec au-dessus de moi disait mais vas-y continue. Et ça c'est vraiment été motivant. Et je pense que c'est pour ça que je suis resté, que je suis encore là après tant d'années, c'est que quand même c'est motivant de bosser ici. Ça fait 12 ans maintenant que tu es là-dessus, sur ce poste-là.
Voilà, ça fait 12 ans. Alors le poste a un peu évolué parce que en 2007, ils ont laissé partir Don Montagu, qui à l'époque était le designer de kite historique. En fait, moi je leur ai dit, ouais, non, mais designer les kites, c'est pas un problème, je me sens le faire. Donc j'ai pris le poste en plus de designer de kite, tout en gardant vraiment la gestion de tout le département kite. Et puis après, ça a évolué selon les années. Là, ces derniers temps, je suis moins impliqué en marketing parce qu'ils veulent que je me concentre plus sur la partie design. Et puis ça me permet de moi d'avoir plus de temps, de ne pas être au boulot de 7h du matin à 9h du soir comme je faisais à une époque. Donc j'ai plus de temps pour moi. Pour apprendre les designs des ailes de kite, tu as appris tout seul, par toi-même. J'imagine qu'il n'y a pas de formation dans tous les cas, mais tu as appris sur le tas en fait, en regardant les autres designers, aussi bien chez Takun que chez Neige, comment... Voilà, alors comme tu dis, c'est un peu dans ce job, c'est un peu ce qui est frustrant des fois, c'est que justement il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre pour apprendre, donc quand tu as une question, il faut répondre tout seul à la question. Mais ouais, j'ai appris parce qu'en fait, déjà chez Takun, j'étais très impliqué dans le test d'ailes. Je travaillais étroitement avec les designers, donc c'est vrai que c'est pas moi qui appuyais sur les boutons sur l'ordi, mais déjà j'étais impliqué dans les décisions principales de ce qu'il fallait faire. Je pense que là où j'ai vachement appris en design de kite, c'est quand j'habitais justement au Boucanet en France. J'habitais au rez-de-chaussée et pas à l'étage, donc en fait je voyais pas la plage, je voyais que les ailes parce qu'il y a les dunes devant. Et je me rappelle mes journées où à chaque fois que je mangeais, je regardais les ailes en l'air et j'ai vachement appris comment une aile volait juste en regardant les ailes et pas en n'étant pas déconcentré par les kiteurs, mais juste en regardant les ailes. Et ensuite, ouais, j'ai toujours été impliqué dans le test des produits, donc des ailes, et j'ai toujours donné mon avis. Donc quand je me suis mis à designer les ailes, en fait, ça n'a pas été une grosse différence pour moi. J'ai juste eu à apprendre à utiliser le logiciel, mais les idées, les concepts, je les avais déjà depuis 5-6 ans, puisque ça faisait 5-6 ans que j'étais vraiment impliqué là-dedans, quoi. Donc ça n'a pas été très compliqué en fait. Dès le début, vous avez été au niveau des ailes à bridage, vous avez été aux prémices des ailes à bridage avec la Shockwave notamment. Dès le début, en fait, vous avez cru en l'aile à bridage, en fait. Vous êtes une des premières marques avec Cabrina. Ouais, alors en fait, et c'est vrai que ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on a été un des premiers. Moi forcément, venant de chez Takun, j'avais bossé avec l'équipe de Takun sur les ailes à bridage, donc j'y croyais déjà. La raison pour laquelle on n'a pas sauté directement aussi rapidement que Cabrina, parce qu'on a mis quand même quelques mois de plus que Cabrina à s'y lancer, c'est parce que Cabrina, eux, ils avaient des ailes en C à l'époque qui ne se vendaient plus. Ils étaient sur le point d'arrêter de faire du kite parce que ça vendait plus. Donc en fait, ils avaient rien à perdre à lâcher un business qui de toute façon marchait pas et à se jeter dans un nouveau. Nous, c'était l'inverse. Je pense qu'on n'était pas leader du marché, mais on n'était pas loin. Nos ailes se vendaient super bien. On avait fait une gamme qui était vraiment très bien reçue. Donc c'était un peu dur de tout lâcher. Tu vois, un gros gâteau et dire tiens, on va tout laisser tomber, on va se lancer là-dessus. Donc on l'a fait plus doucement. On a laissé la transition se faire plus douce. Mais c'est vrai que moi dès le début j'ai toujours cru aux ailes à bridage parce que en habitant en France, en habitant notamment dans le sud de la France où le vent est très irrégulier, les ailes, le choquer c'est le plus important pour moi, pour une aile. Donc forcément les bridages d'un coup c'était tiens génial, on peut naviguer dans des conditions les conditions pourries deviennent agréables, donc pour moi c'était une évidence. C'est vrai que Maui c'est on va dire un petit peu plus facile pour ce qui est des conditions. Alors c'est plus facile certains jours, mais on a souvent quand même des jours de vent assez pourris avec du vent quand le vent est un peu trop est, c'est très irrégulier. Et ce que moi j'aime bien en final pour tester les ailes, parce que justement c'est quelque chose qui correspond aux conditions réelles. Et c'est quelque chose, quand je suis arrivé au début chez Neige, quand les conditions étaient pourries, ils disaient ah non on teste pas aujourd'hui, c'est pourri. Et moi je leur disais non les mecs, ça c'est comme chez moi en France, donc il faut tester. Donc on a pas mal bossé directement dans des conditions de vent pourries, et ce qui nous a permis de vachement progresser sur les ailes, parce que d'un coup forcément quand le vent il est parfait, je suis allé tester des fois au Brésil, et au Brésil je pense que c'est le pire endroit du monde pour tester, parce que toutes les ailes sont bien là-bas, parce que forcément le vent ne varie pas, quoi. Donc je pense que ça nous a vachement aidé à partir du moment où on a commencé à vraiment se concentrer sur travailler quand les conditions n'étaient pas bien en fait. Et quand tu décides de lancer une aile, donc tu as plusieurs étapes j'imagine, il y a déjà le postulat de ce qu'elle va faire, on va dire en termes de programme maintenant. Et comment tu peux, par exemple, on voit la Slash qui a gardé l'ADN de la pivot. Comment tu arrives à ce cheminement de te dire, moi je vais peut-être raccourcir un petit peu les oreilles. Bon, je schématise un petit peu, mais je vais réduire un petit peu les oreilles. On va se retrouver avec une aile plus adaptée pour la vague. Je vais mieux travailler la balance du bord de fit. Comment, dans quel but tu vas? Est-ce que tu redessines au feeling, ou alors tu sais déjà ce qu'il va falloir modifier?
pour avoir la slash au final, quoi. Est-ce qu'il faut beaucoup d'étapes avant d'arriver à cette aile par exemple qui est nouvelle et qui a un nouveau shape, une nouvelle attente aussi pour un marché naissant, enfin grandissant en tout cas dans le surf en kite. Alors en fait, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir designé quand même pas mal d'ailes déjà, donc de savoir un peu a priori avant de designer une aile, juste en la regardant, juste en la pensant, de savoir un peu comment elle va réagir. Donc après il y a des théories un peu que j'ai réussi à mettre en point dans ma tête. Donc la slash, clairement l'oreille plus ramassée, l'oreille qui vient plus loin derrière, pour moi c'était une évidence pour avoir une aile qui allait drifter mieux. Donc ouais, il y a pas mal c'est un mix entre un feeling et aussi une expérience, parce que tu vois, je design pour faire toute une gamme, je fais environ 250 protos par an, donc tu vois, tu comptes sur 10 ans, ça fait quand même pas mal d'ailes, donc j'ai une énorme base de données qui est dans l'ordi, mais qui est aussi dans ma tête. Du coup, on va parler des shapes Sigma. Donc, tu as été à l'origine de ces shapes-là. Donc, qu'est-ce que ça a apporté à la marque en tout cas, et pourquoi ce type de shape ne s'est pas imposé dans le marché? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que ça a fait, quoi? Ouais, alors déjà l'idée pourquoi on a eu cette idée là, c'était à l'époque c'était le début des ailes à bridage et il y avait quand même un gros problème de stabilité sur les ailes. Clairement tu les mettais à midi et la moitié voire toutes les ailes du marché à l'époque te tombaient dessus parce qu'elles n'étaient pas stables en fait. Et en faisant l'idée vraiment du shape Sigma, c'était de les rendre stables, et comme je t'ai dit tout à l'heure, on teste dans des conditions de vent irréguliers chez nous, et on voulait qu'on puisse être sur la plage et pas être en danger d'avoir une aile qui nous tombe dessus, quoi. Donc ça c'était vraiment la première idée, et je pense que là-dessus il n'y avait aucun problème, on avait vraiment des ailes qui étaient super stables. Après la raison pour laquelle ça s'est pas imposé sur le marché, je pense que c'est intéressant à posteriori de le regarder. Nous déjà de notre côté, on a eu plusieurs marques qui nous avaient contacté à l'époque pour être licenciés, pour avoir le shape, chose qu'on a refusé, un peu comme Apple à l'époque avait refusé de vendre leur système d'exploitation aux autres. Et ça, tu peux te le permettre quand tu es plus gros que ce qu'on était. Nous on est quand même pas dans tous les magasins du marché, de la Terre. Et donc quand tu es dans un magasin sur 4, ça veut dire que tu as un magasin qui dit que ton matériel est bien, mais tu as 3 magasins qui disent que c'est pas bien. Et je faisais un peu le rapport tout à l'heure avec l'élection de Trump et de Hillary, et c'est vrai que Trump a fait du bon boulot pour dire qu'Hillary était une malhonnête, et là ça a été un peu pareil, tous les magasins qui n'avaient pas du Neige ont fait un bon boulot pour dire que le Sigma ça marchait pas. Alors même si tous les gens qui avaient du Sigma, eux ils adoraient, il n'y avait pas assez de gens qui avaient du Sigma par rapport à tous les gens qui n'en avaient pas, qui avaient entendu dire que c'était pourri. Donc il y a eu il y a vraiment eu une espèce de guerre un peu des mots entre les autres marques qui n'avaient pas et nous qui l'avions. Et c'est vrai qu'on n'était pas assez gros pour l'imposer. Mais après, je veux dire, au niveau commercial, nous, ça a été vraiment un gros succès. Je pense qu'un autre truc qui nous a fait beaucoup de mal, c'est que déjà au lancement, on a eu une commande complètement énorme. Et en fait, notre usine n'a pas été capable de livrer. On a fait attendre les gens pendant des mois et des mois, et ça pardonne pas. Les clients, ils aiment bien attendre un petit peu, mais pas trop. Tu le sais, t'es dans le métier suffisamment pour le savoir. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont attendu, et au lieu d'acheter une Sigma, ils ont acheté une Bandy ou la nouvelle Evo qui allait sortir ou qui venait de sortir. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de parts de marché qu'on aurait dû avoir directement, et si on avait réussi à livrer cette commande à l'heure, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Mais bon, après, voilà, après, pourquoi moi j'ai pas voulu continuer, c'est que au bout d'un moment j'ai commencé à bosser un peu sur des ailes à bridage qui n'étaient pas en shape Sigma, et je me suis rendu compte que en fait il était possible de les faire stables. Tu vois, notamment quand j'ai bossé sur la première Park, on a réussi à faire des ailes à bridage qui étaient stables en fait. C'était juste une question de trouver les bonnes valeurs, les bonnes positions de centre d'effort, les bonnes positions de point de tirage, j'appelle ça le toe point en anglais. Un bon alignement, un bon équilibrage de l'aile, et en fait maintenant on arrive à faire ça. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai réussi à faire les ailes qui étaient stables sans le shape Sigma, je me suis rendu compte que le shape Sigma était moins nécessaire, et donc c'est pour ça qu'en fait on a arrêté, parce que techniquement on n'en éprouvait plus le besoin puisqu'on avait réussi à faire des ailes stables sans le shape Sigma. D'accord, mais au
final, c'était quand même une réussite en termes de shape. On voit qu'il y a quand même toujours des gens qui en ont et qui en sont très contents. Ouais. Et c'est bien qu'ils sont très durables. Et j'ai encore des gens là j'ai des gens aux US encore il y a quelques jours qui disaient que la Cult c'était la meilleure qu'ils aient jamais eue. Le mec là encore sa Cult 9, il dit non mais je la changerai jamais, j'adore quoi. Donc non c'était des ailes qui étaient vraiment bien. Et puis on avait vraiment beaucoup bossé pour les faire fonctionner parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, tu vois, on pouvait pas se permettre de lancer un shape tellement différent et que les ailes ne soient pas tu vois, si elles avaient juste été plus stables, c'était pas suffisant, il fallait qu'elles soient plus stables et qu'en plus qu'elles soient super bien à rider, donc on avait vraiment bossé pour que tout soit parfait quoi. Ouais, donc en final, une belle expérience et maintenant, vous avez maintenant une gamme d'ailes qui a pas mal changé aussi et avec du coup des nouveaux matériaux et une construction, on va dire, une des plus évoluées du marché. Ouais, je pense là-dessus, tu peux le dire clairement, l'usine avec laquelle on bosse. C'est votre usine ? Non, on n'a pas notre usine. Il n'y a que Neil Pride qui ont leur usine aujourd'hui sur le marché. Tous les autres, on passe tous par des sous-traitants. Mais nous, on a quand même une relation très privilégiée avec eux, puisqu'ils sont dans le kite grâce à nous. On a été les premiers à faire des kites avec eux en 99, 98. Et depuis, ils sont une énorme usine grâce au fait que Neige les ait lancés dans le kite. Donc, ils sont très reconnaissants. Donc, j'ai vraiment une relation, moi, privilégiée avec eux. Tu vois, quand je vais là-bas, j'ai mon bureau, j'ai mon équipe à moi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et surtout, j'ai accès à pouvoir vraiment développer mon propre contrôle qualité sur les produits entrants, c'est-à-dire que tous les tissus, les cordes, le fil à coudre, tout ce qu'on reçoit, on le teste selon des normes qu'on a mis en place ensemble avec l'usine. Et les kites en eux-mêmes, toutes les pièces terminées sont aussi testées selon un cahier des charges que je donne moi et qui est parfaitement respecté. Donc pour ça, on a vraiment une qualité qui est vraiment haute. Au final, c'est un partenariat de 17 ans, donc c'est assez énorme quand même. Non, ouais, carrément. Bon, du coup, une construction avec du Dacron et là avec un nouveau SPI. Donc, ce nouveau SPI, ça faisait 3 ans que vous travailliez dessus. On a connu le Teijin 9600, le Technoforce D2. On a eu un 3 aussi, un Tri normalement chez Core. Et là, vous arrivez avec le 4. Donc, quand on nous l'a dit la première fois, moi j'ai le souvenir de me dire bon, qu'est-ce que ça apporte. Au final, quand on le sort, on voit au niveau de la matière, il y a un réel travail. Mais comment comment vous avez réussi à développer cela? Par quel constat vous êtes parti? Et après, maintenant, qu'est-ce que ça a apporté sur le développement des kites aussi? Ouais, alors moi clairement ce que je recherchais quand j'ai commencé à bosser avec Teijin sur le Quadtex, c'était je voulais un matériau plus rigide et plus solide. Mais clairement, ma première recherche était la rigidité. Parce que en fait, toute l'élasticité que tu as sur le tissu, c'est des pertes en fait pour toi. Donc l'idée, c'est que si tu as un kite plus rigide, si tu as un tissu plus rigide, ton kite va être plus rigide, il va répondre plus rapidement, il va être plus puissant et donc il va être plus efficace. Donc c'était vraiment l'idée. Donc en fait, le quad, c'était pas vraiment l'idée, c'était pas vraiment oh il y a eu, comme tu as dit, il y a eu 1, 2, 3, puis maintenant on fait 4. C'était un peu vraiment la recherche d'une matrice qui était plus raide. Et l'idée c'était que utiliser plus du ripstop le ripstop en fait il est quand même 3 fois plus solide que les autres petits fils. Utiliser plus de ripstop nous a permis de créer en fait une trame qui était plus raide, et en fait une fois qu'on a eu créé ça, on a dit le reste on va le remplir avec le petit fil pour pas augmenter trop le poids non plus. Mais résultat, on s'est retrouvé avec quelque chose qui était vraiment clairement plus raide. Alors que par exemple le D2, moi à chaque fois que je l'ai essayé, je peux pas dire la différence, tu me donnes les yeux fermés, je peux pas dire la différence entre un kite en T960, 9600 et en D2. Le D2 effectivement c'est cool, il y avait deux ripstops, mais concrètement, techniquement, ça n'avait pas de différence. Et les tests que j'ai fait en laboratoire d'étirement et de rupture le prouvent clairement, c'était pas mieux en fait. Donc là, l'inverse du Quadtex, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui au feeling est différent, tu le sens. Déjà quand tu reçois ton aile, tu l'ouvres la première fois, tu sens que c'est plus raide, ça fait pas le même bruit quand le vent souffle dedans, mais surtout dès que tu lèves ton aile, tu sens que l'aile est plus raide. Et ça c'était vraiment ce que je recherchais, une aile plus raide. En la faisant plus raide, on s'est retrouvé avec, comme je disais au tout début, une aile aussi, un tissu qui est aussi beaucoup plus solide, mais aussi qui tient beaucoup plus longtemps dans la durée, puisque comme tu l'as dit, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, donc les premiers échantillons de Quadtex, c'était pas exactement le même que ce qu'on a aujourd'hui, mais ils ont quand même 3 ans ici, nous on les a utilisés beaucoup. Et les kites, 3 ans plus tard, ils sont encore plus raides
quasiment qu'un kite neuf avec les anciens matériaux, que ce soit le D2 ou le T9600. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que le client, il achète son aile et pendant plusieurs années, l'aile va rester vraiment raide et agréable à rider. Quand tu la revends, le gars qui la rachète, il n'a pas l'impression d'acheter une voile vraiment vieille. Il a une aile qui va vraiment le filer d'une aile quasiment neuve encore. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour la valeur de rachat en fait. Le Quadtex du coup permet de réduire considérablement les zones de dacron sur la voile. Voilà, alors c'est vrai que c'est ce qu'on a fait. Déjà, j'ai pu enlever parce qu'en gros le Quadtex c'est quand même, les gens me demandent souvent, le Quadtex est légèrement plus lourd que l'autre. En gros, sur une aile de 10 mètres carrés, le Quadtex rajoute 60 grammes à l'aile. Ouais, mais sur toutes les ailes, j'ai réussi à sauver environ 100 grammes. Et il faut savoir qu'une aile, ça pèse environ 3,2 kg. Donc 80 grammes sur 3,2 kg, c'est quasiment négligeable. Mais au final, on a réussi à sauver 100 grammes par aile. Donc au final, les ailes sont légèrement plus légères, mais c'est pas une grosse différence. Et effectivement, j'ai pu enlever du dacron et tu verras sur les ailes qui arrivent en mi-saison là, au printemps, on a réussi à en enlever encore plus parce que on a continué à tester. On s'est rendu compte que le Quadtex était tellement plus raide qu'en fait on a pu enlever tout le dacron qui était sur le bord de fuite et on l'a remplacé juste par une deuxième épaisseur de Quadtex. Et en fait c'est hyper intéressant parce que le Quadtex reprend très bien les efforts et aussi résultat, comme c'est plus léger, on a pu changer la forme des pièces pour aider aussi pour protéger l'aile du façayage. Donc en fait on a une nouvelle construction qui arrive qu'on appelle le Shark-Teeth, le dent de requin. Parce que tu verras visuellement, ça se voit bien. Du coup, exit les canopy stabilizers alors? Et ben non, en fait ça revient au même. C'est comme les canopy stabilizers, mais en plus léger en fait maintenant. Juste en tissu Quadtex. Voilà, ça remplace. Ça fait double effet, mais ça enlève aussi du poids sur l'aile. Donc tu vois, comme tu le sais comme moi, une aile il faut qu'elle vole. Donc le plus léger elle est, le mieux elle vole. Donc là c'est vraiment bien parce que ça fait des ailes qui sont plus légères, donc plus agréables à rider. D'accord. Et vous gardez par contre une structure avec de l'insignia quand même sur la voile, entre le dacron et le spi, vous gardez quand même ça? Ouais. Ça je garde parce que ça permet quand même de protéger le tissu dans le temps et c'est intéressant comme construction. Vous tenez vraiment à garder cette zone d'insignia vachement importante et on voit qu'il y a des marques qui ont tendance à l'enlever des fois ou le diminuer considérablement. Et est-ce que ça joue sur la voile? C'est vrai que ça fait du poids. Ça fait aussi du coût et là moi c'est la chance de travailler pour une marque où quand même on met la qualité avant le coût. Tu vois, le coût de production je veux dire, je vais pas faire un kite moins cher juste en négligeant la qualité. Donc pour ça c'est bien parce que j'ai vraiment le support ici. Je veux dire, Roby il est d'accord avec moi qu'il faut qu'on fasse de la qualité, on est une marque de qualité. Donc c'est vrai que c'est une bonne balance entre essayer d'enlever le plus de poids possible, mais en même temps être sûr que le client a une aile qui tienne dans la durée. Je veux dire, moi je me mets dans la peau d'un client, j'ai la chance de ne pas acheter mes ailes, mais une aile ça vaut entre 1600 et 2000 euros. Bon, c'est quand même une grosse somme, t'as pas envie que ça casse tout de suite, donc l'idée c'est vraiment de faire les ailes les plus solides possibles, que la personne qui l'achète soit contente de l'acheter, mais pendant longtemps, quoi, pas juste pendant quelques mois. Et maintenant parlons un peu plus de la construction radiale. Donc là souvent on le voit marqué sur vos catalogues, etc. Donc c'est une construction qui est inspirée de la voile pour mieux répartir les forces sur la voile. Et ça, comment t'es venu l'idée déjà d'une et après voilà, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que du coup clairement nos clients voudraient le savoir. Alors clairement c'est vraiment flagrant ce que ça apporte notamment sur les anciens spi qu'on avait. Tu le vois dans le temps que le tissu vraiment travaille et s'étire beaucoup plus là où il n'y a pas les coutures. Je veux dire, au niveau d'une couture, ce qui se passe, c'est que tu as deux épaisseurs de tissu, plus la colle, plus les coutures, donc c'est vraiment 2 fois plus solide à cet endroit-là. Donc forcément, les efforts passent par là et ça permet vraiment de répartir les efforts là où tu veux. Si tu l'as pas, les efforts ils vont aller directement sur le training, sur le bord de fuite, parce que c'est là qu'il y a le plus de tissu. Et donc tu vas pas avoir une répartition vraiment sur toute la voilure. Après, je dois t'avouer que maintenant, grâce au Quadtex, j'ai pu en enlever pas mal parce que je me suis rendu compte que le Quadtex reprenait beaucoup mieux les efforts. Et donc on a moins besoin d'avoir une construction radiale grâce au Quadtex maintenant. Donc sur les Quadtex maintenant, j'ai plus qu'une seule couture qui part de l'oreille, qui permet de reprendre les tensions des lignes arrière et de venir le renvoyer vers le milieu du kite.
Euh, mais sur les autres ailes, c'était vraiment flagrant, notamment dans la durée. Tu vois, quand ton aile est neuve, ça se ressentait pas trop, mais une aile plus vieille, ça se ressentait vraiment. Donc après, c'est une juste balance, parce que si t'en mets trop, j'ai eu des ailes où j'ai fait des échantillons des protos où j'en ai trop mis, des coutures radiales qui partaient de l'oreille, et j'avais renvoyé trop d'efforts dans le milieu du kite, et j'avais le bord de fuite qui avait plus de tension en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, parce que quand je me suis rendu compte que je pouvais aller trop loin, ça prouve bien que ça fonctionne, quoi. Mais encore une fois, l'idée c'était vraiment de faire des ailes qui duraient plus longtemps et d'augmenter la longévité. Après, tu demandes l'idée d'où elle vient. Je veux dire, sur les spinnaker de bateau, tu vois qu'ils le font, et ça fonctionne. Donc, je veux dire, l'inspiration clairement venait de là, quoi. Et puis, bon, après, c'est des trucs de physique entre guillemets basiques, de répartir les efforts. Du coup, vu que tu parles de la longévité d'une aile, beaucoup de gens se demandent pourquoi renouveler les ailes chaque année. Est-ce qu'il y a des modifications chaque année, ou alors voilà, c'est plutôt marketing, etc. Bah alors, tu sais quoi, c'est sûr qu'on modifie moins qu'avant. Je me rappelle, il y a 10 ans, on faisait un nouveau proto, déjà on n'en pouvait plus, on ne pouvait pas attendre de le mettre sur le marché, parce que chaque proto qu'on faisait était tout le temps tellement mieux que celui d'avant. Maintenant ça va moins vite, mais on continue quand même à améliorer. Tu vois, cette année clairement, les ailes en Quadtex, tu sens que c'est vraiment mieux que celle d'avant. Donc c'est une évidence. Mais même nous, tu vois, au niveau du ride, enfin au niveau de notre ressenti, on lance une aile en général. Enfin moi personnellement, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire mieux. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vois, on va kiter. On a le retour des riders, on a le retour des revendeurs, on a le retour des distributeurs. Et d'un coup, t'as toujours des défauts qui apparaissent, et tu te rends compte d'un coup que, en fait, ouais, carrément, l'aile n'était pas parfaite et qu'il y avait des choses à améliorer. Donc chaque année, c'est toujours un peu le même process où quand tu as fini, tu es sec, tu dis voilà, c'est bon, c'est fini, là, on pourra jamais faire mieux. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et donc, en fait, on améliore à chaque fois. Donc effectivement, on lance une nouvelle aile parce qu'elle est mieux que l'ancienne, quoi. Si vous avez eu le choix de faire 2 saisons donc dans le développement des ailes pour justement peut-être aérer un peu plus le travail, je suppose, j'imagine, aussi. Ouais, 2 saisons, ça fait que je suis non-stop, j'arrête pas. Quand j'ai fini un, je passe à l'autre, et inversement. Donc ouais, ça me tient pas mal occupé. Mais l'idée en fait, c'est que on s'est rendu compte que le gros du marché, en fait, les gens achètent leurs ailes au printemps. Et c'est vrai que quand tu lances ta gamme à l'été, quand le printemps arrive, les gens ont l'impression que la gamme est déjà un peu vieille. Donc ça permettait d'avoir une gamme qui sortait en fait au bon moment pour que les clients ils aient une nouveauté qui soit réellement nouvelle à leurs yeux, quoi. Donc on a une gamme qui est un peu différente, tu vois, qui est un peu plus orientée vers les comment on appelle ça, vers les riders un peu moins expérimentés. Parce que celui qui achète son matos à l'automne, c'est plus un passionné, c'est le mec qui va aller mettre sa grosse combi, rider les tempêtes et tout. Donc on a des ailes qui s'orientent plus vers eux, tu vois, la dash, la pivote ou la torche. Et au printemps, on sort des ailes un peu plus un peu plus freeride, un peu plus pour tout le monde, quoi. On va parler un peu de la sécurité sur un avant et le V-bas. Qu'est-ce que ça apporte sur les ailes? Pourquoi Nesh a fait ce choix-là, par exemple? Donc maintenant qui est en concordance en plus, qui était déjà avec les anciennes barres, mais avec les nouvelles barres d'autant plus, avec un nouveau largueur. Niveau sécu, là on a vraiment passé un cap, je pense, j'ai l'impression. Donc qu'est-ce que ça apporte un V-bas et des bridages quand même assez courts? Parce que relativement, tu as une poulie en général, une poulie de friction en général, c'est ça, sur les ailes? En général, ouais, à part sur un modèle, mais sinon j'ai une poulie. Le V-bas, pour moi, ça permet d'avoir déjà une géométrie qui est plus propre au niveau de la façon dont tu tires sur ton aile. C'est-à-dire que tu vas avoir le même angle sur tes avants et tes arrières, donc c'est plus équilibré. Et ça, c'est quelque chose, quand tu parles avec notamment nos riders, ils préfèrent le V-bas parce que ça permet d'avoir un feeling en barre qui est plus direct et plus naturel, en fait. Comme je viens de dire, la géométrie des avants et des arrières est tellement similaire que ça permet d'avoir quelque chose qui est plus équilibré. Donc c'est pour ça qu'on préfère le V-bas. Ensuite, le V-bas, ça permet d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, les avants, la sécurité sur un avant directement, et sans avoir une ligne qui va monter et éventuellement pour avoir de la torsion que tu ne pourras pas voir. Là, tu le vois tout le temps.
notamment maintenant avec notre émerillon en bas qui est sous la barre et qui fonctionne super bien. T'as plus de tours sur tes avants, donc ça c'est pour moi c'est bien au niveau sécurité, mais même aussi pour poser ton aile tout seul quand tu reviens au bord, ça te permet de tirer en avant et de la poser s'il n'y a personne pour t'aider. Donc je pense qu'au niveau c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un V-bas. Aussi éventuellement si tu as ton aile qui a fait un tour, tu peux repasser ta barre dedans beaucoup plus facilement sur la plage, donc je pense que c'est beaucoup plus pratique. Mais clairement la raison pour laquelle je vais bas, c'est pas pour ces raisons là, c'est parce que je pense qu'au niveau caractéristique de vol c'est mieux pour une aile et ça fait des meilleures ailes, donc ça c'est quelque chose dont je suis convaincu. Et le fait d'avoir des bridages courts en général, donc avec une poulie entre guillemets, ça c'est un choix aussi, enfin des bridages courts, des bridages en fait avec qu'une seule poulie, après ils sont relativement longs, là c'est un choix aussi de ta part par rapport aux caractéristiques de vol de l'aile. Alors voilà, en fait ce que j'essaie de faire quand je fais les bridages, c'est que j'essaie d'avoir un angle, la façon dont les bridages partent de l'aile, qui permettent que quel que soit l'angle d'attaque à laquelle je suis, il n'y ait pas une trop grosse variation. Donc c'est pour ça que j'ai pas des bridages extrêmement courts, notamment quand j'ai des poulies, parce qu'avec les poulies, sinon quand tu changes trop d'angle, tu pourrais avoir des problèmes d'angle qui changent et donc ton aile qui devient instable, qui collapse en l'air. Donc j'ai des bridages qui sont le plus court possible en fait avec la géométrie qu'on a, donc c'est un peu l'idée, mais je veux pas aller plus court parce que plus court ça demande d'autres contraintes. Alors je dis pas que dans le futur j'aurai pas des bridages plus courts ou plus longs, donc pour l'instant j'en suis à un stade de développement où ce qu'on a c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc je suis content comme ça. Ce qu'on a qui est intéressant dans nos poulies, c'est que la poulie a un petit stopper qui permet à la poulie simplement de glisser vers l'avant et pas vers l'arrière en fait. Et ça permet d'avoir des ailes qui sont plus tolérantes quand tu surbordes ton aile. Ça permet d'éviter d'avoir ce que j'appelle le centre de traction, c'est-à-dire là où les avants tirent qui reculent trop par rapport au centre d'effort du kite. Donc ça c'est vraiment un truc important sur nos ailes, ce qui permet d'éviter d'avoir les ailes qui surbordent, notamment sur la pivote. D'accord, ok. Et là, petite question un peu pratique pour les gens qui passent du coup du non-mark à neige, et on sait qu'il y en a un grand nombre. Donc on a les réglages au niveau des arrières, donc on va dire du plus dur au plus léger au niveau de sensation de barre. Par contre, on n'a pas de réglage de pigtail au niveau des arrières. Ça, c'est un choix aussi de la marque c'est-à-dire que si tu prends notre barre, il n'y a pas de raison que tu aies à régler tes arrières. On les livre de telle sorte que tu n'aies pas besoin de te fatiguer à changer le réglage. L'idée c'est que ça soit plug and play. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas des pigtails en plus en fait. D'accord, ce qui est une explication tout à fait logique. Ensuite, on a du coup sur les ailes, donc elles sont construites de manière quand même très minutieuse. On voit, il y a des renforts à de nombreux endroits. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on n'y pense pas forcément, mais c'est bien d'en parler. On a par exemple le système Octopus, donc beaucoup de gens disent qu'il est compliqué à changer, et ça s'arrête à ça. En l'occurrence, maintenant, ça a un réel atout au niveau de l'aile, et on va dire l'air qui se balade dans l'air dans les virages, c'est ça en réel? Clairement l'Octopus, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà si tu pèses les pièces d'un Octopus par rapport à un One Pump d'une autre marque, on est quasiment la moitié du poids, donc déjà on a un gain en poids par rapport aux autres là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus clean de ne pas avoir des pièces extérieures. Tu as moins de chances qu'il y ait une ligne qui les attrape et qui arrache tout, qui dégonfle ton aile si par hasard tu crashes ton kite et tu as un bridage qui vient s'accrocher autour, donc ça c'est un avantage. Mais ensuite, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait ce qu'on a c'est qu'on a un système de one way, donc l'air ne peut aller que de leading edge vers les lattes, et donc en fait t'as aucune chance que ton air, quand tu tournes sur un côté du wingtip, notamment le côté où tu tires, normalement la pression a tendance à écraser la latte, donc la latte deviendrait molle, l'air sortirait, elle irait dans le leading edge. Nous on n'a pas ça du tout, les lattes restent tout le temps gonflées de la même façon. Alors c'est vrai que les autres avec le One Pump ils l'ont aussi, parce qu'ils ont des petits clips, mais tu te rends compte que les petits clips ils restent pas tout le temps fermés. Des fois tu dégonfles ton aile et le clip s'était ouvert pendant la navigation, parce qu'effectivement les gains de pression des fois suffisent à faire ouvrir le petit clip. Et même accessoirement aussi c'est un peu chiant les clips à mettre, donc au final on les met pas non plus. Voilà, aussi il y a des gens qui le mettent pas, mais techniquement on a une aile qui est plus qui va être beaucoup plus stable, et surtout dans toute la fenêtre de vol, quel que soit le moment où tu l'as fait voler, que ce soit en plein milieu ou dans les virages.
Et du coup, après, vous avez pas mal de renforts aussi sur le bord d'attaque, notamment, pour justement protéger sur les décollages tout seul. Et il y a on appelle ça le grillage à poule, mais cette petite partie au niveau de l'oreille de l'aile qui permet d'évacuer l'eau. Et c'est vrai que ça, vous êtes la seule marque à le faire, alors que ça paraît élémentaire, au final. Et ouais, merci, ouais, c'est élémentaire, effectivement. Alors c'est pas flagrant, ça veut dire que ça va pas faire une énorme différence, mais effectivement, il y a un peu d'eau qui peut sortir par là et ça aide à redécoller plus rapidement quand tu vas avoir l'eau qui est bloquée là, donc c'est pour ça qu'on l'a mis, quoi. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas de personne ou de marque qui ait copié ça, parce que ça paraît tellement... Peut-être aussi c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça coûte plus cher à faire quand tu mets ce genre de détails, tu vois, il y a plus de travail à l'usine, il y a des découpes en plus, il y a du tissu à rajouter, des morceaux à enlever, donc forcément quand tu veux sauver un peu d'argent, tu l'enlèves, quoi. Du système torque du coup de la barre maintenant, qui a mis du temps à venir, hein. Beaucoup de gens attendaient qu'elle arrive en fait cette barre. Combien de temps à peu près il faut pour développer un nouveau largueur? Parce que c'est des pièces à designer, à étudier, à normer. Combien de temps il faut pour... voilà, parce qu'après sur le reste de la partie, la barre est restée un peu assez identique relativement, avec la mousse à double densité, etc. Mais voilà, et aussi est-ce que c'était dur de réussir à intégrer le trim bas? Et pourquoi pas aller plutôt que sur un trim haut? Alors au niveau du temps, bah, effectivement, ça nous a pris pas mal de temps, ça m'a pris 2 ans parce que c'est vrai que tu vois, d'abord on écrit un cahier des charges et on essaie toujours d'aller le plus haut possible et de demander l'impossible. Donc on a dû faire pas mal d'itérations sur lesquelles on a dû revenir en arrière parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on essayait de faire était juste pas possible. Et puis des fois tu arrives à des solutions qui sont trop compliquées, donc resimplifier aussi parce que là tu regardes la pièce, elle est extrêmement simple. En fait, la simplification, ça prend du temps aussi. Mais ouais, au final, les pièces prennent beaucoup de temps. Déjà, il y a des heures de design sur l'ordi. Ensuite, on fait des impressions en 3D. On vérifie que ça fonctionne. En général, tu reprends ton impression, tu rechanges ton fichier. Ensuite, il faut faire les moules. Les moules prennent en gros 90 jours à chaque fois pour être prêt. Tu reçois les premières pièces. En général, il y a toujours des petits problèmes sur un moule, donc il faut refaire. Ça reprend une trentaine de jours. Donc en fait, t'as vraiment pas mal de temps déjà juste pour préparer la production, mais déjà en amont, c'était presque 1 an et demi de design pur pour arriver à le faire. Alors après, je pense qu'une des raisons pour laquelle on a mis autant de temps aussi, c'est parce que comme tu dis, on a gardé le trim sous la barre. Moi, je crois vraiment dans le trim sous la barre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'y arrivent pas, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Après, je vais pas les forcer, s'ils aiment pas, ils aiment pas, donc c'est pour ça qu'on a les 2 options maintenant. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, avoir les 2 options aussi, et trouver la solution pour qu'en fait le trim sous la barre fonctionne. Tout simplement, ouais. Ça fonctionne bien, je pense maintenant, on est assez content du résultat. Mais ça, c'était pas mal de boulot, quoi. D'accord. Donc en gros là maintenant la barre est aboutie pour plusieurs années, notamment elle a eu la norme AFNOR qui est la norme un peu reine au niveau des largeurs de kite. Ouais, c'est super en tout cas, merci de nous avoir accordé tout ce temps pour